Est-ce que la SNCB est à l'heure? J'ai raté mon train, je l'avais pas vu. Bonjour et bienvenue dans Est-ce que la SNCB est à l'heure? Je suis aujourd'hui avec Louis et Gaëtan. Salut les gars. Salut Lucas. Salut. C'est quand la dernière fois que vous avez pris le train? La dernière fois c'était hier, on était ensemble. C'était pour un Bruxelles-Marbehan, donc sur la ligne Arlon-Luxembourg. Ok. Et alors, ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé. 40 minutes de retard, 30-40, je sais Ouais, plus. 30-40, mais bon, Ouais. on avait une place assise, donc... On est arrivé à Marbehan et on est arrivé en train. Ok. Vous n'avez pas pris de bus tech? Non. Ok. Dans cette émission, on va se poser la question suivante. Est-ce que la SNCB est à l'heure? Ou autrement dit, est-ce que l'offre de train en Belgique est en phase avec les enjeux de notre société? Le concept est simple. Nous sommes pour l'instant à Arlon. Nous nous apprêtons à embarquer dans un train direction Bruxelles-Nord. Le but est d'être à l'heure aux gares intermédiaires et au terminus. Cette émission est la suite de 3 interviews qui sont disponibles sur les pages Instagram et Facebook de Mammouth Media. On a été interrogé Géry Ball, le porte-parole de Nafter.be, le ministre fédéral de la mobilité Georges Gilles-Quinet et Pierre Lejeune, le président de la CGSP Cheminot. On vous a évidemment gardé quelques extraits pour la suite de l'émission. Au programme de cette émission, Gaëtan, tu nous parleras du prix des billets de train, c'est ça? C'est ça, avec une augmentation de tarifs aux automates et aussi un système tarifaire qui pourrait changer dans un peu plus d'1 an. Louis, tu vas nous en apprendre plus sur les retards. Et oui, on va essayer de savoir si la SNCB est vraiment toujours en retard, et puis on verra aussi comment la SNCB comptabilise ces retards. Et pour finir, on vous parlera des investissements dans le rail. Est-ce qu'on investit assez dans la SNCB? Réponse en fin d'émission. Alors, on commence notre voyage sur le quai de la gare d'Arlon. On avait un peu de temps avant de prendre le train et donc on a demandé aux personnes autour de nous ce qu'il fallait améliorer à la SNCB. Il faudrait peut-être qu'ils vérifient un peu les horaires parce que pour les gens qui prennent les trains et qui habitent loin, c'est compliqué. D'abord, je ne prends pas très souvent le train, mais souvent, il est en retard. Un peu plus de trains sur ma ligne parce qu'on n'a qu'un train toutes les heures. De revoir un peu le côté des retards des trains, quoi. Que les trains soient juste à l'heure et puis voilà, c'est bon. Peut-être rendre les gares un peu plus agréables, où on peut s'asseoir, on a envie de s'asseoir, de boire un verre et d'attendre, de pouvoir lire un livre paisiblement. Bon, moi j'ai quelque chose à dire. J'ai payé trop cher pour ce qu'on... Enfin, on est venu en tant que senior. J'ai pas pu avoir le ticket senior, donc j'ai dû payer 22 €. Est-ce que vous êtes d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, les gars? Pas tout à fait, je dois dire que j'avais pas tout à fait le même avis avant d'avoir préparé cette émission. Je crois que la SNCB est parfois un peu le bouc émissaire idéal, et donc j'espère que cette émission permettra aux auditeurs et aux auditrices d'en apprendre plus et de relativiser peut-être parfois la culpabilité de la SNCB. Ouais, je crois que la plainte est facile. La SNCB, toujours en retard, fait jamais comme il faut. Ça passe facilement dans le discours et donc on décharge un peu notre colère parfois. Il y a quelque chose d'un peu de psychologique comme ça. Oui. C'est facile de se dire, bon, la SNCB est toujours en retard, elle est encore en retard, donc... C'est une opinion qui passe très bien dans le discours, quoi. Donc, okay. Mais c'est vrai que j'ai déjà pesté sur quelques trajets. Ouais. Je pense qu'on a tous pesté contre la SNCB. Ouais, quand même. Peut-être vous, un peu hier. Oui, un petit peu. Ça fait partie. Bon, on embarque dans notre premier train, ça va, direction Namur, et Gaëtan, tu as 5 minutes pour nous parler du prix des billets. Je peux vous proposer le standard ticket, le youth ticket, le youth holiday, le youth multi, le student abonnement, le youth multi, le groupe ticket, le discovery ticket, le weekend ticket, senior ticket, local multi, 1, 3 ou 12 mois. Alors ça fait un total de 1337,40 €. Oui, pas mal de tickets et difficile de s'y retrouver, donc je vais vous parler des prix du train avec cette question centrale. Le train est-il un moyen de déplacement concurrentiel qui a, autrement dit, de quoi attirer ses usagers? Dans son plan d'entreprise 2023-2032, la SNCB affirme ceci. Nous nous engageons à améliorer la qualité de notre offre et de nos services pour attirer 30% de voyageurs supplémentaires à l'horizon 2032. En parallèle, nous travaillerons à notre productivité pour hisser la SNCB dans le peloton des opérateurs ferroviaires européens les plus efficients. Les plus efficients, ça c'est magnifique, hein, ça fait rêver. Alors on va commencer directement dans le concret. Est-ce que vous savez combien coûte actuellement un ticket de train standard si vous voulez faire un Bruxelles-Liège? 8,50 €. Moi je dirais un peu plus, 12, 13 €.
12-13 euros. En fait, on est à plus de 16 euros pour un ticket standard. Il faut dire que le trajet, parfois, il est quand même assez confortable. Sur cette ligne-là, c'est pas mal. Les prix qu'on paye aux automates, en fait, ils ont augmenté. Ils augmentent depuis des années, toujours dans ce sens. La dernière salve, c'était en février dernier. Mais dans ce qu'on perçoit comme une augmentation de tarif, en fait, il y a déjà une nuance à apporter. Les explications de Jean Mansuy, il est chargé de mobilité à Canopéa. Le tarif deuxième classe est un tarif qui est régulé, c'est-à-dire qu'en gros, ils ne peuvent pas faire varier le prix comme ils veulent. Par contre, ils peuvent indexer en fonction de l'inflation. Et donc en fait, quand on voit que le prix augmente, c'est qu'en fait, l'inflation a été répercutée sur le prix du billet. Parce que il y a tout ce qui est indexation des salaires, il y a tout ce qui est augmentation des prix de l'énergie. Et donc la SNCB, pour faire rouler des trains, paye plus cher. Et donc, elle a le droit de demander une indexation qui est bien définie dans le contrat de gestion. Donc voilà, pour déterminer si le train est concurrentiel ou pas, malgré ces indexations de prix, si je vais prendre la voiture en point de comparaison, ça ne concerne donc pas Wout van Aert qui pourrait battre tous les temps de parcours si la roue avant de son vélo jaune et noir ne crève pas. Mais bon, ici, Wout ne nous en voudra pas et je me lance directement à prendre le train. Est-ce qu'on économise de l'argent? Alors vous me voyez venir avec cette magnifique réponse insatisfaisante. Eh bien, ça dépend. Ça dépend de quoi? Déjà, ça dépend du fait d'avoir une voiture ou pas. Si on n'en a pas, c'est sûr que le train sera souvent une bonne solution, pour beaucoup de trajets en tout cas. Mais quand on en a une, ça reste en fait difficile d'estimer le prix d'un trajet. On a le carburant, bien sûr, mais il y a aussi l'achat de la voiture en amont, taxes, assurance, entretien, réparation, parfois le parking. Mais là, on parle de choix de vie bien plus large. Ici, on va plutôt se concentrer sur une situation précise, celle de Bernadette, une Anversoise, qui a déjà une voiture et qui est chez elle en ce jour d'octobre. Elle doit aller à Bruxelles. Elle est là, elle hésite. Est-ce que je vais à la gare ou est-ce que je prends ma voiture? Bernadette, elle a 31 ans. Et c'est vrai que c'est un peu jeune pour une Bernadette, mais ça, c'est autre chose. Attends, Gaëtan, ne t'égare pas, ok? Tu vas être en retard, tu dois arriver à Namur. D'accord, je fais vite. Elle paye combien, Bernadette? Vu son âge, 31 ans, elle paye les tarifs standards de la SNCB et comme ses trajets sont très occasionnels, elle n'a pas de billet à 10 voyages. Elle achète ses trajets à l'unité. Alors pour un aller-retour Anvers-Bruxelles, ça donne 16,80. En voiture, si on ne parle que du carburant et du parking, ça lui reviendrait à une quinzaine d'euros. Donc toutes ces longues explications pour arriver en fait à un ex-aequo. Super, merci Gaëtan. Oui, calme-toi un peu. Dans 2 semaines, Bernadette, figure-toi qu'il ira aussi à Marbehan parce que Bernadette, elle a des bons goûts. Elle va aller faire une balade mémorable avec un ami. Et là, ça donnera en fait 47,60 pour l'aller-retour chacun en train, soit 95,20 €. Et en voiture, on pourrait plutôt estimer ça à 45 € l'aller-retour. Donc là, on voit que dès qu'on est à plusieurs, on peut passer du simple au double, au triple, au quadruple. Ça va, je crois qu'on a compris l'idée. En tout cas, on peut tester plusieurs distances. C'est vraiment le nombre de passagers qui déterminera l'avantage pour les standard tickets. Donc quand on voyage seul et qu'on est adulte, c'est globalement le même prix qu'on soit en train ou en voiture. Il faut quand même dire que les transports en commun, dès que les points à relier sont loin d'une gare, là, ils perdent facilement le match dès qu'il faut recourir à d'autres sociétés de transport. Et pour ceux qui ne s'appellent pas Bernadette, ça donne plutôt quoi? Oui, nous qui sommes jeunes, ou on pourrait aussi parler des seniors, des réductions existent et elles font en sorte que l'avantage à la voiture est repoussé, parfois de beaucoup. Si on reprend un trajet Anvers-Marbehan, on peut s'en sortir pour 7,10 € ou même 5,90 € avec un billet multi quand on a moins de 26 ans. Donc ça n'a rien à voir avec ce que devait payer Bernadette. Ce sont en fait des prix plafonnés, quelle que soit la distance. Un jeune peut s'en sortir pour une douzaine d'euros l'aller-retour. C'est autre chose que 47,60 €. Mais pour les trajets plus modestes, par contre, la voiture reprend l'avantage. Et dès qu'on voyage en groupe, le train repère aussi beaucoup. On peut prendre 5 jeunes fictifs, par exemple, appelons-les Florence, Louis, Élise, Valentine et Lucas, et constater que leur aller-retour Bruxelles-Namur en voiture coûterait environ 18 € contre 59 € en train quand même. Donc là, difficile de les convaincre de prendre le train s'ils ont une voiture à disposition. Et ces prix plafonnés, c'est donc un système que les moins de 26 ans utilisent à chaque fois? Très souvent, oui. En fait, en dehors d'un éventuel abonnement qui règle ici des trajets plus routiniers, dès que la distance est conséquente, le prix du standard ticket, donc celui de Bernadette, souvenez-vous, dépasse le plafond des 6 € et on a donc intérêt à profiter de cette formule jeune, le fameux Youth Ticket,
ticket. La valeur pivot, elle se situe vers 30 km. En dessous, le standard est moins cher. Au-dessus, on a intérêt à profiter du ticket pour les jeunes. Est-ce que tu sais nous donner des exemples de trajets ? Un trajet type, par exemple, qui se situe à cette valeur pivot, c'est Bruxelles-Leuven, avec le standard ticket à 6,10 € et on a dit le ticket jeune qui coûte 6-7 € aussi. Donc voilà, là c'est vraiment le point de bascule. Mais comme je le disais à l'entame de cette émission, la réalité du Youth Ticket plafonné, elle pourrait changer. Actuellement, on débourse les 6-7 € pour n'importe quel trajet conséquent. Mais dans son nouveau contrat de gestion, la SNCB annonce qu'elle souhaite abandonner ce système de forfait fixe pour un prix qui varierait en fonction de la distance, comme c'est le cas pour le standard ticket. Mais donc si je te suis bien, en tant que jeune, on va se faire douiller en fait. Oui et non, là tu vas un peu vite, tu tires des conclusions un peu hâtives. Ça ne veut pas dire que les réductions jeunes disparaissent totalement. D'ailleurs, Georges Gilles-Quinet s'étranglerait, lui qui veut que ce soit gratuit pour les jeunes. On aurait toujours des réductions, mais le ticket jeune Tournai-Bruxelles ne coûterait plus le même prix que par exemple le Ostende-Arlon. Donc c'est fini la valeur fixe, elle tournerait autour des 7 € au lieu d'être toujours plafonnée. On y gagne pour les trajets moyens, mais on y perdrait quand même pour les grandes traversées. Et là-dedans, la SNCB, elle assure que le voyageur moyen, il ne paiera pas plus cher, ça restera en fait le même budget, plus ou moins. Bon, on n'est pas encore là, ça devrait arriver dans 1 an, même un peu plus d'1 an, mais c'est déjà bien présent dans le contrat de gestion et on nous a assuré que les démarches étaient bien en cours pour entamer cette réforme. Si je résume le match en fait entre le train et la voiture, il est réglé par 3 variables. Il y a la distance, bien sûr, mais ça c'est pareil pour les deux. Il y a le statut, avoir une réduction ou pas, on voit que ça peut tout changer, et surtout le nombre de voyageurs qui partent ensemble. Ok, moi j'ai bien compris, mais personnellement, avant d'aller quelque part, je regarde surtout le temps que ça va me prendre. Oui, c'est vrai que là j'ai parlé de prix, mais il faut aussi bien se dire que pour se décider entre train et voiture, on ne regarde pas que les tarifs. Il y a aussi la faisabilité, la rapidité du trajet qui sont super importantes évidemment. Et quand on a demandé à Jean Mansuy ce qui pourrait rendre le train plus attractif, il nous a d'ailleurs répondu ceci. Le levier principal pour que le train soit plus attractif, c'est l'offre. Il y a des études académiques qui ont été faites qui ont montré qu'en fait, oui, les tarifs vont avoir une influence, mais ce qui vraiment va avoir le plus d'influence, ça va être plutôt la qualité de l'offre. Si vous payez si le train est gratuit, mais que vous mettez 3 heures de plus que quand vous prenez votre voiture, alors vous n'allez jamais prendre le train. Améliorer l'offre, ça sonne très bien. Pour que ça ne sonne pas creux, on lui a quand même demandé de préciser ce que ça voulait dire. Le modèle qu'on défend, c'est un modèle où on aurait des correspondances qui seraient optimisées. On pourrait démarrer avec un bus tech, puis on aurait une correspondance qui serait facilitée avec le train, et ensuite on arriverait à sa destination, par exemple à Bruxelles, et là on aurait une facilité de correspondance avec la STIB. Bon, l'offre à améliorer, c'est valable pour l'intermodalité, comme le dit ici Jean Mansuy, mais il y a quand même des liaisons qui fonctionnent déjà très bien. Si on prend Liège-Bruxelles à l'heure de pointe, c'est difficile de faire mieux que la SNCB. Et pour le confort, pour la vitesse, on a 2 à 4 trains par heure, 1 heure de trajet seulement, avec parfois un seul arrêt intermédiaire à Leuven. On peut s'asseoir, lire, travailler, tout en dépassant les voitures qui roulent à côté de nous sur l'autoroute A40. Les voitures qui roulent, qui sont surtout prises dans les bouchons. Oui. Gaëtan, je suis désolé, mais on doit arriver à Namur là, donc il faut se dépêcher. Ok, je fais vite. Tu parles de bouchons, parfois ça roule même à 120 à l'heure et on les dépasse quand même, et ça c'est extrêmement satisfaisant. Donc je disais, là où ça se complique vraiment, en fait, c'est quand les voies sont moins desservies. Ici, on parle de Liège-Bruxelles, qui est vraiment une ligne hyper importante et très roulante. Quand on passe sur des voies moins desservies, avec des correspondances chaotiques, aberrantes, parfois compliquées par des travaux, c'est une autre histoire, et c'est comme ça qu'on peut conclure le bazar. Pour être concurrentielle, la SNCB, elle doit peut-être stabiliser ses tarifs. Ça, en fait, c'est une question assez politique, mais selon les observateurs, elle doit surtout faire en sorte que ces tarifs, ils soient déboursés par les usagers pour une offre de qualité. Et donc cette offre, elle est pour beaucoup à améliorer, en tout cas en beaucoup d'endroits, pour qu'on se dise plus souvent que oui, prendre le train permettra d'aller aussi vite, voire plus vite qu'en voiture, et que le trajet sera plus tranquille. Mais avant qu'un habitant de Saint-Hubert ou de Comines, qui a pourtant une gare dans sa commune, vous dise que le train est pratique, il y a encore du chemin. Merci Gaëtan pour ce zoom sur les tarifs de la SNCB. J'espère que celles et ceux qui nous écoutent y voient un peu plus clair avec tes explications.
Les trains sont toujours en retard, cette phrase, on l'entend partout ici, sur les quais de la gare de Namur. Mais ponctualité et SNCB font-elles vraiment mauvais ménage ? Avant de répondre à cette question, on s'est demandé si vous connaissiez le pourcentage de trains qui sont à l'heure en Belgique. On va rester gentil, 90% sont à l'heure. Peut-être 65, hein. J'imagine 90% arrivent à temps quand même, oui. Je dirais un bon petit 40-45%. 75%, quelque chose comme ça. 50%, oui, 50%. Est-ce que cette nafteuse a raison ? Un train sur deux en retard, c'est quand même énorme, non ? Oui, c'est énorme, mais si ça peut te rassurer, elle n'a pas tout à fait raison. Écoute Louis, on embarque dans le train pour aller à Quievrin. Tu as 5 minutes pour nous parler de ça. Le train en direction de Marseille aura 2 heures de retard. Peut-être plus. Oh là là. De manière générale, en Belgique, environ 9 trains sur 10 en fait, sont à l'heure. Alors bien sûr, ce chiffre, il évolue en fonction des années. Si la situation s'était améliorée avant le Covid, avec un pic à 90,4% en 2019, la ponctualité est malheureusement aujourd'hui repartie à la baisse. Et sur base des chiffres fournis par Infrabel, seulement 88,3% des trains sont arrivés à l'heure depuis le 1er janvier 2023. Cette année pourrait en fait être la pire en termes de ponctualité depuis 2017. Mais un train en retard, ça veut dire quoi ? Eh bien, cette question qui paraît toute simple est en réalité plus complexe qu'elle n'y paraît. Elle dépend en fait des paramètres que la SNCB choisit ou non de prendre en considération. Ainsi, en Belgique, un train il est considéré comme en retard quand il arrive avec minimum 6 minutes de retard à sa destination. Là où l'Union européenne, elle comptabilise plutôt les retards à partir de 5 minutes et 1 seconde. Ah ouais, ça fait quand même 59 secondes de gagné. Et oui, et en fait les nafteurs ne sont pas nécessairement au courant, c'est l'heure de notre deuxième micro-quai. Est-ce que vous savez à partir de combien de temps de retard est-ce que le train est vraiment considéré en retard dans les statistiques ? Je vais dire 3 minutes. Moi, je dirais quand même 20 minutes, non ? 10 minutes ? 15 minutes ? Allez, 5 minutes. Je pense 30 minutes. J'imagine peut-être 15 minutes ? Normalement 22, non ? Dans son calcul, la SNCB met également de côté d'autres paramètres. Écoutez à ce propos Géry Ball, le porte-parole de nafter.be. Je pense qu'il y a 2 points, en tout cas, au niveau de la ponctualité, c'est que les trains supprimés n'entrent pas en ligne de compte. Et alors, c'est assez subjectif, c'est que finalement, si vous prenez un train de A vers B, vous prenez, Tournai-Bruxelles, par exemple, s'il a un quart d'heure de retard, pour la SNCB, c'est un quart d'heure de retard. Si maintenant la personne qui part de Tournai doit passer par Bruxelles pour aller à Namur, que le train a un quart d'heure de retard à Bruxelles et que donc du coup elle rate sa correspondance pour aller vers Namur, là le retard pour la personne va être beaucoup plus conséquent. Alors les chiffres qui tiennent compte des trains supprimés dont parle Géry Ball, ils sont en réalité disponibles. Mais il faut reconnaître 2 choses. 1, la SNCB ne les met pas souvent en avant. Et 2, pour les trouver, il faut quand même un peu fouiller. Alors pour 2023, on a cherché pour vous. Et sans surprise, la ponctualité, elle chute. Elle passe de, Gaëtan, si tu as suivi, 88,3. Exactement, elle passe donc de 88,3% à 85,4% seulement. En gros, cela signifie que par mois, il y a environ 3 trains sur 100 qui sont supprimés, et ce, depuis le début de l'année 2023. Quand on parle de ponctualité, il faut aussi souligner les disparités importantes entre certaines lignes. Et à ce propos, est-ce que vous connaissez Genk ? Yep, c'est une ville du Limbourg qui a un passé minier assez récent et connu. Passé minier, moi je pensais plutôt à un club de foot ou alors à Bockrijk, pas loin, un petit endroit pour rouler à vélo. Assez sympa. Oui, le club de foot, Genk a été champion avec Thibaut Courtois et Kevin De Bruyne, mais Genk c'est aussi la championne des retards de la SNCB. En 2023, là-bas, seuls 3 trains sur 4 sont arrivés à l'heure. Et en fait, on pourrait croire que c'est une exception, mais pas tout à fait. D'autres gares, comme Verviers, Amoir, Quievrin, ont aussi une ponctualité en dessous des 80%. Pour résoudre ces disparités, la SNCB ne devrait-elle pas se fixer des objectifs gare par gare, ligne par ligne ? On est allé poser la question au ministre de la Mobilité. Tout le monde a droit à un service de qualité. Et donc la ponctualité, effectivement, c'est sur l'ensemble du réseau. Il n'y a pas de raison que les habitants de Quievrin, mais je pourrais aussi citer Couvain ou d'autres lignes qui sont en souffrance, soient moins bien servies que les autres. Pour terminer cette chronique, Louis, tu vas nous parler de la jonction entre la gare du Midi et la gare du Nord. Et oui, c'est ce nœud ferroviaire qui voit chaque jour passer 1/3 du trafic de trains passagers belges. C'est en fait le tunnel ferroviaire le plus emprunté au monde.
Et comme tous les tunnels bruxellois, eh bien, ça bouchonne. Et oui, et pas qu'un peu, la densité du trafic a en fait des répercussions sur la ponctualité. Partout dans le pays, les trains sont rarement à l'heure dans le tunnel. Pourtant, dans ces statistiques, la SNCB n'en tient tout simplement pas vraiment compte puisqu'elle se base sur l'horaire à l'entrée de la jonction. En gros, un train à destination de Bruxelles-Midi, il est considéré à l'heure s'il atteint Bruxelles-Nord à l'heure à l'entrée de la jonction. Et ce, même s'il accumule 5, 10, 15, 20 minutes de retard dans la jonction. Ce qui se passe dans la jonction, eh bien, ça reste dans la jonction. Ça, c'est super intéressant. Tu sais nous parler de l'histoire du coup de la jonction Nord-Midi ? Oui, mais enfin, pour expliquer cela, il faut revenir plus de 100 ans en arrière et ça devient compliqué à expliquer en 5 petites minutes. Ok, ce que je te propose, c'est que là, on est à Bruxelles-Midi. On n'est pas encore à Bruxelles-Midi, pardon, on est à Quievrin et on va prendre un train pour aller à Bruxelles-Midi, ça va. Donc tu as 3 minutes pour nous parler de cette fameuse jonction Bruxelles-Nord, Bruxelles-Midi. La jonction Nord-Midi a été inaugurée par le roi Baudouin le 5 octobre 1952. Une inauguration en grande pompe le 5 octobre 1952. Mais pour vous parler de l'histoire de cette jonction, il faut remonter un peu en arrière. Tout commence aux alentours de 1840. La toute jeune Belgique développe son réseau de chemins de fer. Des gares sont construites à Bruxelles, mais il est difficile de les relier. Les voyageurs empruntent alors des calèches et les trains de marchandises, eux, contournent Bruxelles avec des rails qui sont posés à même les boulevards et un homme qui court devant le train avec un drapeau rouge et une petite cloche pour prévenir du passage imminent des trains de marchandises. Enfin, c'est incroyable, c'est surtout le bordel en fait, et rapidement tout le monde se dit qu'il faut une vraie solution pour relier les gares de Bruxelles. Certains envisagent de construire la voirie sur 2 étages, les calèches et les piétons au-dessus, les trains au rez-de-chaussée. D'autres souhaitent ériger un splendide viaduc qui traverserait toute la capitale comme magnifique. Ça. Et d'autres enfin proposent de creuser un tunnel. C'est finalement surtout cette dernière option qui va être retenue, La jonction sera un tunnel complété en fait de un viaduc de chaque côté. En 1903, les travaux sont officiellement lancés. Mais tout ne sera pas aussi simple. Et non, d'abord, il y a les expropriations. 12 000 personnes doivent quitter leur logement en plein cœur de Bruxelles et on assiste à une véritable ruée vers l'hôtel de ville. Les Bruxellois veulent en fait savoir s'ils font ou non partie des malheureux expropriés. Et puis, il y aura la guerre. La Belgique en sort meurtrie et sans argent, les travaux stagnent. Une bataille politique s'engage alors entre les jonctionnistes et les anti-jonctionnistes. Les seconds estiment qu'il faut arrêter ces travaux coûteux qui défigurent Bruxelles. Les premiers pensent que les travaux sont utiles, déjà trop entamé et qu'il faut donc aller au bout. Si vous nous rejoignez maintenant, rassurez-vous, on discute toujours bien de la SNCB et de la jonction Nord-Midi, pas du métro 3 de Bruxelles. Et donc si on reprend, finalement les jonctionnistes vont l'emporter et la liaison est donc inaugurée par le roi Baudouin en 1952. L'histoire de la jonction est aussi marquée par des voies secrètes, nos voies 9-3/4 à nous. Et oui, exact. 2 en particulier. La première, dite voie Sabena, permettait de réunir directement l'immeuble de la Sabena, situé à côté de Bruxelles Centrale, à l'aéroport. Les voyageurs pouvaient s'enregistrer en plein centre-ville, filer directement, prendre leur vol. La voie spéciale aéroport était située entre les lignes 1 et 2 de Bruxelles Centrale. Elle a été supprimée en 1998. Seule la largeur assez importante des quais 1 et 2 de Bruxelles Centrale témoigne encore de cette trace du passé. Si vous passez par là, vous pourrez faire un tour et regarder, analyser la largeur des quais. La deuxième voie secrète, elle a été imaginée pendant la Seconde Guerre mondiale. Il s'agissait de pouvoir exfiltrer par le rail l'or de la Banque nationale belge. Cette liaison, elle ne sera jamais vraiment utilisée, mais elle existe toujours entre Bruxelles Centrale et les sous-sols de la BNB. Avis aux amateurs de la Casa del Papel. Retour sur la question de la ponctualité. Que faire pour résoudre ce problème ? Louis, je te rappelle qu'on doit arriver à l'heure en gare de Bruxelles-Midi. Tout à fait. Et la question de la ponctualité, pour moi comme pour la SNCB, c'est la grande question. Divers projets ont été imaginés. On a parlé d'agrandir le tunnel pour passer de 6 à 10 voies ou creuser un deuxième tunnel en dessous du second. C'est cette piste qui a été la plus étudiée. Coût des travaux, 2 milliards d'euros. Et si cette idée était encore sur les rails en 2019, elle semble aujourd'hui sur une voie de garage. La nécessité d'améliorer la ponctualité dans la jonction est pourtant toujours d'actualité, surtout que la SNCB envisage tout simplement d'augmenter le nombre de trains dans la liaison. Pour y parvenir, 2 grandes idées sont sur la table. Écoutez à ce propos Georges Gilles Quinet. Il y a 2 pistes de travail sur lesquelles on travaille parallèlement. D'une part, c'est que tous les trains ne passent plus par la jonction Nord-Midi. Il y a moyen de contourner cet axe qu'on a fait avec le tunnel Josaphat. Ça nécessite encore des investissements dans le réseau, mais ils sont en cours. La deuxième réponse, c'est vraiment le renforcement
de ces jonctions, notamment par la digitalisation, par des méthodes plus efficaces de contrôle des trains et d'organisation du trafic. Merci Louis pour ces anecdotes bien belges. On aime aussi notre pays pour ça, pour ce genre d'histoires qui sentent bon la Belgique. On est arrivé à Bruxelles Midi. Notre terminus est Bruxelles Nord. On va pouvoir donc emprunter cette fameuse jonction Nord-Midi, passer sur un viaduc, dans un tunnel et puis sur un deuxième viaduc. Il a suivi. J'ai suivi la chronique. Durant ce trajet, on va vous parler d'argent. Cette année, la récolte a été très mauvaise, alors il faut payer le double. Parce que tout ce dont on vient de vous parler, améliorer les infrastructures, avoir une meilleure ponctualité, garder des tarifs abordables, ça demande beaucoup d'argent. Et pour comprendre d'où vient cet argent, il faut d'abord comprendre ce qu'est la SNCB. Pourquoi la SNCB, c'est pas une entreprise comme les autres ? Justement non. La SNCB est ce qu'on appelle une entreprise publique autonome. Cela veut dire, entre autres, qu'elle reçoit un financement de l'État avec qui elle conclut aussi ce que l'on appelle un contrat de gestion. Ah oui, et ça, la SNCB vient d'en avoir un nouveau en fait. Tout à fait, depuis le 1er janvier 2023. Ouais, c'est une belle brique bien indigeste qui définit les grandes orientations de la SNCB pour les 10 années à venir, rien que ça. Ah oui, et donc si je comprends bien, c'est aussi là-dedans qu'on voit ce que l'État va donner comme financement à la SNCB. On ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais ce qui est important de savoir, c'est que pour avoir un réseau efficace et en bon état, il aurait fallu investir ces dernières années. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Tous les gens que nous avons rencontrés, tous les gens que nous avons interrogés aussi, nous le confirment sur le mauvais état de notre rail. On écoute à ce propos Jean Mansuy. On est sur des budgets qui ne sont pas au niveau qu'on aurait voulu nous, mais qui sont à des niveaux qui sont quand même relativement acceptables et en tout cas qui vont pouvoir permettre de rattraper légèrement le retard qu'on a eu au niveau du rail. On a un tel retard que ça va prendre des années et on ne va pas se le cacher, ça va encore mettre des années avant que le niveau de service soit acceptable. Pour autant, il y a vraiment eu un investissement dans le rail et une volonté de changement qui est vraiment à souligner. On va aussi écouter le ministre Georges Gilles-Quinet là-dessus. Après des années où on a considéré que le train c'était la variable d'ajustement budgétaire, quand on ne savait pas équilibrer les budgets, on disait au ministre en charge de la mobilité, tu diras à la SNCB, Infrabel qui feront bien avec des centaines de millions en moins. Pour donner un chiffre en 2023, puisque le ministre Gilles Quinet nous dit des centaines de millions en moins, en 2023, le financement fixe de la SNCB est de 1,5 milliard d'euros, alors qu'en 2008, date d'entrée en vigueur du précédent contrat de gestion, il était de 1,2 milliard d'euros, c'est-à-dire 300 millions d'euros en moins. Mais est-ce que ce nouveau contrat est assez solide ? Autrement dit, est-ce que le prochain gouvernement ne pourrait pas décider en fait de désinvestir encore et de changer d'avis, quoi ? Géry Ball, il nous a parlé de ça, on va l'écouter. Bon, moi j'ai posé la question récemment au collaborateur de M. Gilles Quinet. Je lui ai demandé est-ce que ces contrats sont vraiment bétonnés pour 10 ans ? Sa réponse m'a laissé un peu dans le doute parce que finalement, si on a une nouvelle coalition, ce qui est fort possible, avec peut-être des partis qui n'ont pas envie de financer le rail, ces contrats pourraient être cassés. Évidemment, on m'a dit oui, mais ça sera difficile, ça prendra peut-être un peu de temps, mais c'est réalisable. Donc moi, personnellement, je ne suis toujours pas convaincu, je ne suis pas toujours rassuré en tout cas, parce que bon, j'ai plus de 40 ans de train derrière moi, et des promesses, j'en ai connu beaucoup, et des promesses tenues, pas beaucoup. Jean Mansuy, lui, est un petit peu plus optimiste. Discussion qu'on a eue avec le cabinet Gilles Quinet, eux sont persuadés qu'il y a suffisamment de garde-fous pour s'assurer qu'on restera sur cette trajectoire budgétaire et qu'il y a des incitants suffisants pour que les prochains gouvernements ne dévient pas de la trajectoire. Après, oui, je pense que si on change de majorité et qu'on a une majorité qui est très défavorable au rail, alors oui, ils peuvent toujours sortir de cet accord, mais il y aura un coût parce que c'est un contrat et que quand on brise un contrat, c'est jamais complètement gratuit. Pour résumer cette chronique, on peut donc dire que cela fait plusieurs années que l'on a sous-investi dans le rail, mais que les investissements prévus pour les 10 ans à venir sont encourageants et qu'il sera compliqué, mais pas impossible, de dévier de cette trajectoire budgétaire.
Eh bien voilà les gars, je pense qu'on est arrivé à l'heure, au terminus. C'est pas peu de choses ça. Quoi ? C'est un petit exploit, c'est pas peu de choses. C'est pas peu de choses. En plus, on a pris quand même pas mal de trains. Ouais. Donc on a eu pas mal de correspondances. Donc arriver à l'heure, c'est quand même un bel exploit. Nous vous remercions de nous avoir écoutés jusqu'au bout et j'espère que vous y voyez maintenant un peu plus clair sur les galères, les grands chantiers et aussi sur les enjeux qui entourent la SNCB. À bientôt. Ciao. 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 Vous n'auriez pas par hasard un train qui partirait plus tôt que celui de 6h57 ? Est-ce que la SNCB est à l'heure ? Une émission signée Gaëtan Spinaillère, Louis Auger et Luca Alou. Musique, RMSTM. Habillage sonore, la Sonuma et la sonothèque.org.